Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné, comme à l'habitude, par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va faire un retour sur la défaite des Alouettes contre les Lions de la Colombie-Britannique et la blessure survenue aux carrières Caleb Evans. Les Alouettes qui en sont rendus maintenant à James Morgan en tant que carrière partant. Ça ne va vraiment pas bien pour les hommes de Jason Maas. Alors, on va parler de tout ça. On va également faire un tour d'horizon au niveau des actualités de la NFL, des performances qui ont retenu notre attention lors de la deuxième semaine d'activité au niveau des matchs préparatoires. Il y a eu vraiment des joueurs qui se sont démarqués. Et Marc-André va également y aller de sa chronique hebdomadaire en termes de fantasy football. Il va nous parler des joueurs qui, selon lui, vont vous décevoir au cours de la prochaine saison. Alors, cet épisode du podcast Le Sac du Car commence à l'instant. Guillaume, par la musique. Marc-André, j'ai réussi à revenir à Montréal. La grève d'Air Canada, mon Dieu, ça m'a fait vivre toute une aventure le dimanche afin de revenir à Montréal là, de Vancouver. Là. C'était incroyable. Effectivement, Didier, écoute, les Alouettes, si on pense que les Alouettes, le retour à Montréal de Vancouver a été pénible à la suite d'une dure défaite, là, 36-18. Écoute, c'est rien comparé à toi là, qui a dû passer par la Chine pour se rendre à Montréal quasiment, Didier. Raconte-nous ça, là, ça a été vraiment tout un périple. On enregistre d'ailleurs le podcast un peu plus tard que prévu parce que justement, tu étais encore à la route. C'était quoi? Tu étais à 5 heures, tu étais rendu à Minneapolis, dans l'État du Minnesota. Écoute, ça a été spectaculaire comme retour. Ah ouais, spectaculaire. Tu dis, oui, on enregistre le podcast un peu plus tard, lundi. On a commencé l'enregistrement un peu après 10 heures, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il est 5 heures du matin. Là, j'ai pas beaucoup dormi. Écoute, ben, tout d'abord, j'étais supposé revenir avec toute l'équipe, quand j'ai toute l'équipe, l'équipe de RDS, moi, Pierre Vacheval, David Arsenault, Christian Leduc, notre producteur. Naturellement, on était supposé de revenir sur un vol direct. Mais là, en raison de la grève d'Air Canada, ben là, on nous a trouvé d'autres vols avec WestJet. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas de vol direct. En fait, le vol direct était complet. Donc, en tout cas, pour moi, donc là, on était séparés les quatre. Pour moi, mon itinéraire, c'était Vancouver à Saskatoon, Saskatoon à Minneapolis. Imagine-toi, j'ai dû aller faire les douanes à Minneapolis. J'étais rendu aux États-Unis. Ensuite de ça, de Minneapolis à Montréal. Donc, j'ai dû quitter le Canada pour revenir à Montréal de Vancouver. Écoute, ça a été une très, très longue journée, là, vraiment. Là, je ne vais pas te le cacher, là, c'est vraiment spectaculaire. Donc, c'est ça, en tout cas, je me suis rendu tout ça pour dire, je suis arrivé chez moi, il était 1 heure du matin. Tôt, donc, lundi matin. Ouais, ça a été quelque chose pour revenir, cette grève d'Air Canada. Là. C'est juste, c'est le timing. Tu sais, c'est le timing. C'est arrivé une semaine Mhm. plus tôt, une semaine plus tard, ou même c'est arrivé lors d'un match des Alouettes à Toronto. Ben là, écoute, on aurait juste pris le train pour revenir, ou on aurait loué une voiture pour revenir. Bref, il y aurait eu plus d'options, mais là, on était complètement à l'autre bout du pays. En tout cas, je vais m'en souvenir longtemps là, de ce retour de Vancouver. C'est l'expression québécoise quand on dit là, ne pas passer par quatre chemins, ben toi, c'est le contraire. Tu as vraiment passé par quatre chemins Ouais, pour te rendre à ouais, Montréal quand même. Je sais pas ouais. si tu as vu l'image d'ailleurs là, de toi dans l'avion. Je sais pas si tu as eu la chance de voir ta face là, dans l'avion, Non, j'ai pas dans vu. Je l'image sais qu'on pas si avait. Guillaume peut la C'est quand remettre. même. J'ai pas vu pendant que je racontais ça. Là. Tu vas devoir ça, ouais. Ah, boy, ouais, Ouais, c'est bon. je te trouve Ah, quand même Guillaume, tu te aventureux, démarques encore une podcast. fois. Ouais, Ouais, sais-tu quoi? ouais, Ça aurait été plus podcast quand rapide même. si j'avais piloté un avion comme ça pour me rendre à Montréal là, de Vancouver. Ouais, Au ouais, bout du ouais. compte, ça m'a pris 13 heures. 13 heures pour revenir de Vancouver. Parlons des Alouettes maintenant, Didier. Troisième défaite de suite. Ça n'a pas été une performance très éloquente là, à Vancouver, mais la grosse question maintenant, ben, en fait, c'est la blessure de Caleb Evans euh, qui a fait place maintenant, tu en as parlé dans l'introduction, à James Morgan, Didier. Revenons d'abord sur la blessure à Caleb Evans. Ça fait peur parce que le gars revient d'une blessure d'1 an. Là. Il s'était déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit l'année dernière au mois d'août. Puis bon, la remise en Mhm. forme et tout. Et là, c'est vraiment inquiétant. On l'a vu sur le terrain. Je ne veux pas m'alarmer, là, mais on peut peut-être parler d'une carrière qui pourrait être compromise.
Ouais, on va voir là qu'est-ce que les Alouettes, vont nous dire, mais effectivement, Marc-André, tu sais, s'il a effectivement, déchiré, son ligament croisé antérieur dans son genou, pour une deuxième année de suite, une deuxième fois en un an là, tu sais, ouais, c'est écoute, on verra pour le reste de sa carrière, mais, on le reverra pas là pour le restant de la saison là. C'est bel et bien, cette blessure. Puis c'est malheureux pour lui parce que comme tu l'as dit, il a travaillé tellement fort, pour se remettre en forme, pour se remettre de cette blessure. Même ça en était surprenant qu'il soit prêt à entamer la saison. Il était là dès le début du camp d'entraînement. Il n'était pas limité. Là, il se blesse à nouveau. Puis il semble que c'est son pied qui est resté pris dans la surface synthétique du BC Place avant de se faire plaquer. Il avait vraiment la mine basse. Là. On peut se l'imaginer sur les lignes de côté après avoir dû passer à travers cette remise en forme et tout. Puis, écoute, la blessure est survenue au début du deuxième quart. Là. C'est vraiment malheureux. C'est une très belle opportunité pour lui, là, étant donné euh, que Davis Alexander ne devrait pas revenir au jeu avant la mi-septembre. Ça reste à voir. Mais là, Bethel Thompson est sur la liste des blessés également. Alors là, il aura obtenu au moins 3-4 départs. Et puis là, ben, c'est ça, là, sa saison semble être terminée. Alors, c'est vraiment malheureux pour Caleb Evans. C'est malheureux pour les Alouettes. Parce que imagine-toi, là, c'était seulement le 10e match de la saison. Là, on a déjà utilisé 4 carrières. Pour moi, c'est du jamais vu. Je Mmh. ne me souviens pas d'avoir vu une équipe souffrir d'autant de blessures à la position de carrière. En tout cas, peut-être que c'est déjà arrivé, je ne sais pas pour toi. Si tu te souviens, là, que ce soit au niveau de la Ligue canadienne ou dans la NFL, d'avoir vu une équipe subir autant de blessures à la position de carrière. Moi non plus, j'ai pas souvenir d'une situation semblable là, j'essaie de réfléchir puis j'en trouve pas. Mais tout ça, ça a laissé la place à James Morgan. Il y a plusieurs partisans qui voulaient le voir à l'œuvre ou qui voulaient qu'on lui Mhm. offre une chance de se faire valoir. Ben, écoute, il a été lancé dans la mêlée, comme tu l'as dit, au début du deuxième quart. Il a quand même bien fait dans les circonstances. Il faut dire qu'avec une semaine courte de préparation, un voyage également, il n'a pas obtenu beaucoup de répétitions, là. En fait, il n'a pas obtenu probablement pas de répétitions avec la première unité en attaque. Il s'est quand même bien tiré d'affaire dans les circonstances. Ouais, parce qu'en plus, les Alouettes ont vraiment tenu seulement un entraînement la semaine dernière sur le terrain, étant donné que leur séance d'entraînement, je crois, c'était mercredi, a été annulée en raison d'orage. Donc, finalement, juste un entraînement, comme tu l'as dit. Il n'a pas obtenu beaucoup de répétitions, étant donné qu'on essayait de préparer Caleb Evans. Alors, Jason Moss l'a aidé, hein, parce que plusieurs des jeux de passes qui ont été sélectionnés, c'était des passes pièges. On était de passes pièges aux porteurs de ballon, aux receveurs de passes, notamment de courtes passes. Mais dans les circonstances, effectivement, James Morgan, ben écoute, il a bien fait dans les circonstances. Il y a même eu une longue passe qu'il a tenté en direction de Tyler Snead, qui aurait été complétée. Ça a été une passe incomplète. Toutefois, il y avait de l'obstruction de la part des Lions de la Colombie-Britannique. Jason Moss a dû utiliser une reprise de vidéo pour ça. Les arbitres ont complètement raté le match, mais complètement raté le jeu. Il a complété une passe de toucher à Snead qu'on vient de voir. Bon, oui, il a été victime d'une interception, mais dans les circonstances, effectivement, James Morgan a pas mal fait. Mais tu sais, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Christophe Beaulieu, le maraudeur, l'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval après la rencontre. Puis qu'est-ce qu'il me disait? Il disait, bon, eux, c'était l'inconnu là, pour la défense des Lions du moment que Caleb Evans a raté la rencontre, étant donné qu'Evans, on s'était préparé pour lui, c'est un carrière qui est mobile, puis là, ben, tout ça s'est foutu en l'air pour la défense des Lions, étant donné que Morgan, lui, c'est un carrière de pochette. Donc, du côté des Lions, on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre. Donc, ça a été favorable pour James Morgan. Tu as parlé du fait qu'il a presque pas eu de préparation. Ben là, ça va être la même chose encore une fois cette semaine. Parce que c'est une très, très courte semaine. Marc-André, les Alouettes vont jouer jeudi. OK, il y a eu le long voyage pour revenir de Vancouver. Ça n'a pas été aussi long que le mien. Heureusement, les Alouettes, eux, voyagent sur un charter. Mais malgré tout, c'est le plus long voyage qu'il n'y a pas dans la Ligue canadienne de Montréal à Vancouver. C'est très taxant. Alors, les Alouettes vont jouer jeudi, ce qui veut dire que leur seule séance d'entraînement, ça va avoir lieu mardi. Après ça va être beaucoup de vidéos, mais on va être sur le terrain seulement une fois. Puis là, on va accueillir les Blue Bombers de Winnipeg. Alors, on ne peut pas imaginer une situation plus difficile pour James Morgan afin d'y aller de son premier départ en carrière. Pas beaucoup de temps de préparation. Tu affrontes une équipe de qualité, les Bombers. C'est vraiment, vraiment pas facile. Pas juste pour James Morgan, mais tout le groupe d'entraîneurs, pour Jason Maas et pour Danny Machocha également.
Moi, j'ai trouvé, par exemple, on a vu la force de son bras. J'ai été épaté de voir qu'il y avait, du zip, comme on dit, dans ses passes, là. J'ai trouvé que James Mmh. Morgan, oui, tu en as parlé, on a voulu le mettre à l'aise avec des passes qu'on pouvait compléter assez facilement dans les flancs et tout, les fameux passes écrans. Mais lorsqu'on lui a donné l'occasion, plus en fin de match, bon, le match était probablement était hors de portée des Alouettes, mais quand même, on a vu quand même la puissance de son bras. Puis ça, j'ai vraiment été épaté par cet aspect-là du jeu qu'on n'avait peut-être pas avec Caleb Evans ou même avec Bethel Thompson. Là. Je pense que même Pierre Cheval, je me souviens, il en a parlé durant le reportage à RDS. James Morgan et Davis Alexander, c'est probablement les deux meilleurs bras là, chez les carrières des Alouettes. Ouais, c'est 2 passeurs naturels. Tu sais, tu le vois, il y a des carrières, c'est plus laborieux, tu sais, leurs gestes de passe et tout, mais lui, c'est un Mhm. passeur naturel. Alors ça, c'est une bonne chose. C'est un joueur également qui est très travaillant, Marc-André. C'est sa deuxième saison avec les Alouettes. Puis, de tous les entraînements auxquels j'ai assisté lors des 2 dernières années, je me souviens pas d'une fois que James Morgan n'est pas resté après l'entraînement pour lancer des passes supplémentaires. Étant donné qu'il n'a pas beaucoup d'opportunités lors des séances d'entraînement, des fois, ben, on ne le voit même pas sur le terrain en compagnie de l'attaque, que ce soit l'attaque partante ou la deuxième unité. Donc, lui, il se fait un devoir de rester sur le terrain après toutes les séances d'entraînement, notamment avec Charleston Rambo et Régis Sibassou, qui reste généralement après toutes les séances d'entraînement, il leur lance des passes. Donc, c'est un joueur qui est travaillant. J'espère pour lui que tout ça, ça va rapporter. Mais encore une fois, c'est vraiment une situation difficile là, qu'il hérite avec seulement un entraînement pour se préparer afin d'affronter les Blue Bombers. Chose certaine, Didier, il va falloir que la ligne à l'attaque lui donne du temps pour décocher ses passes. On a vu que c'est un problème contre les Lions, que ce soit Evans, que ce soit Morgan, vraiment, la pression venait de tous Mhm. bords, tous côtés là, durant le match. Il va falloir vraiment, c'est un aspect à corriger du côté des Alouettes. Oui, le front défensif des Lions était excellent, avec Mathieu Betts en tête d'ailleurs, mais je veux pas, là, il va falloir que la ligne à l'attaque prenne les bouchées doubles pour vraiment permettre à James Morgan de faire ses lectures puis de justement là, pouvoir connaître du succès en justement en achetant du temps, en lui donnant du temps, ce qu'il n'y avait pas nécessairement. Là. On a vu Caleb Evans se faire frapper solidement à quelques reprises. Même chose pour Ouais. James Morgan avec les Lions. C'est vraiment un aspect à corriger là, du côté des Alouettes. T'as raison, la ligne défensive des Lions, le front des Lions a vraiment bien joué. Là. Ils ont le dessus là, sur la ligne à l'attaque des Alouettes. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir rectifier là, pour lui donner une chance à Morgan. Mais malgré tout, Marc-André, les Alouettes ont été en mesure de bouger le ballon. Tu sais, Mhm. on s'est rendu dans la zone critique à plusieurs reprises et malheureusement, on n'a pas été capable de terminer ses présences dans la zone critique avec des touchés. On a dû ben, utiliser José Maltos Diaz. Tu sais, c'est ça là, que j'ai trouvé malheureux parce qu'à un certain moment donné, si on avait été en mesure d'inscrire un touché, on aurait réduit l'avance des Lions de la Colombie-Britannique. Encore une fois, on a manqué de finition près de la zone début. Puis bon, oui, c'est James Morgan qui était au poste de carrière, on vient d'en parler. Il n'a pas eu beaucoup de répétitions. Mais ça, c'est un thème récurrent là, qu'on voit depuis le début de la saison. Combien de fois Jason Moss nous a dit on doit être meilleur dans le red zone et puis on ne voit pas d'amélioration. Peu importe quelle carrière, on a utilisé 4 carrières depuis le début de la saison. Puis on a des problèmes lorsqu'on s'approche de la zone début. Ça, là, il faut trouver une solution à ça du côté des Alouettes parce qu'on peut pas, tu ne peux pas penser gagner juste avec des 3 points, juste avec des bottées de précision. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, il y a beaucoup de pain sur la planche pour les Alouettes. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps afin de trouver des solutions encore une fois. Mais heureusement, après le match contre les Blue Bombers, on va avoir une semaine de congé. Donc, on va devoir travailler fort justement afin d'essayer de trouver des solutions. Mais pour la prochaine rencontre, ouf, ça ne sera pas facile. Là. 0 en 4 dans la zone payante, les Alouettes face aux Lions de la Oui. Colombie-Britannique. C'était un peu ça aussi que le match aurait pu avoir une autre tournure si les Alouettes avaient été un peu plus opportunistes. Didier, les Alouettes ont inscrit depuis le début de la saison seulement 17 touchés offensifs. Ils viennent au dernier rang de la Ligue canadienne de football. En revanche, ils ont effectué 32 bottées de précision, 32 placements. C'est bon pour le premier rang dans la CFL, dans la Et LCF. voilà. Donc, on voit un peu cette tendance-là. Hein. Ceci explique cela, comme on dit. Si on parle maintenant un peu de la Mm. défense, Didier, mine de rien, ça fait 2 matchs. Là, on a accordé au moins 30 points à l'adversaire lors de deux de nos 3 derniers matchs côté de la défense. On a vraiment vu que la pression n'était vraiment pas constante sur Nathan Rourke. Oui, je sais, Nathan Rourke,
ben, écoutez, il n'est pas le joueur le mieux payé de la Ligue canadienne pour rien. On a vraiment vu l'étendue de son talent face aux Alouettes samedi dernier. Mais oui, 382 verges, 4 passes de toucher, mais veut pas, si on n'applique pas de pression sur Nathan Rourke, ben, ça permet à un quart de sa trempe là, de découper vraiment, de tailler en pièces la tertiaire des Alouettes. Ça a vraiment été, ça a vraiment été le cas là, contre samedi dernier au BC Play. Ouais, tu parlais de James Morgan, bon, qui a attaqué les flancs de la défense des Lions de la Colombie-Britannique à plusieurs reprises, mais ça a été un peu la même chose également du côté de James Morgan. Tu un bon plan de match là, du côté de l'attaque des Lions, mais c'est ce qu'on voit là, depuis peut-être quoi, la quatrième semaine d'activité environ. Là, toutes les équipes répètent le même plan de match en attaque afin de neutraliser la pression générée par un Noel Thorpe. Alors ça fait en sorte que c'est ça, là, ça devient difficile de presser les carrières adverses. Et Nathan Rourke, il est tellement talentueux parce que justement, quand la pression s'est rendue à lui, ben, il était en mesure de naviguer dans la pochette, d'éviter les joueurs des Alouettes. Il a vraiment un très bon jeu de pied. Sa carrière qui est mobile, en mesure de compléter des passes en mouvement. On l'avait vu à Montréal au début du mois de juillet. Ça a été pratiquement un copier-coller, là, encore une fois, contre la défense Mhm. montréalaise. Mais faut pas oublier, on a des blessés en défense. Hein. Marc-Antoine Dequoy Ah, n'était pas là. Santé Evans a obtenu un deuxième départ à la position de demi-coin, mais Santé Evans, il y a 2 semaines, ben, il était chez lui. Là. Donc, c'est ça, là, cette longue liste des blessés-là du côté des Alouettes, ça, c'est tout à fait incroyable. On va peut-être obtenir du renfort pour le match contre les Blue Bombers. Tyson Philpott s'est entraîné la semaine dernière. Il était limité, mais quand même, on l'a vu, il a mis son casque, il a participé à quelques périodes durant la dernière séance d'entraînement de la semaine dernière. Alors, ce Mac n'est plus en béquille, il ne porte plus une botte au niveau de sa cheville. Donc, on va voir là, de quoi ça fait 2 rencontres qu'il rate. Donc, on va voir là, si on va obtenir du renfort afin d'affronter les Blue Bombers. Parce que ça aussi, ça n'aide pas l'unité défensive, le fait qu'on a plusieurs blessés. effectivement, effectivement, parce qu'écoute, il y avait quelques séquences. Je me souviens d'une séquence de 100 verges, là, la séquence qui a mené à un toucher de Hatcher. Écoute, il avait l'air au parc, Nathan Rourke. C'était Mm. tellement facile. Il n'y avait aucun joueur défensif des Alouettes à 1 kilomètre à la ronde. Les receveurs attrapaient des ballons assez aisément. Oui, il va falloir que les blessés reviennent parce que je pense que c'est ça. Les Alouettes en ont bien besoin. Maintenant, Didier, si on revient à la situation des corps, il va falloir que Danny Machocha trouve une autre carrière pour jeudi. On a une question de Xavier Rochette qu'on a reçue via courriel à cet effet qui nous demande qui dit bonjour Didier. Avec les dernières performances de McLeod Bethel Thompson et avec les camps de la NFL qui terminent dans les prochaines semaines, est-ce que vous pensez que les Alouettes commencent à regarder les cas qui pourraient se faire retrancher dans différentes équipes de la NFL, Didier? David Arsenault a soulevé le point durant le reportage que peut-être qu'un gars comme Dominic Davis, qui est à la retraite, pourrait peut-être venir prêter main forte aux Alouettes. Il connaît le système, veut pas. Il a une connexion aussi avec Danny Machocha. Mais est-ce que tu penses plutôt qu'on va se tourner vers ce genre-là, un Davis, un vétéran de la Ligue canadienne, où on pourrait peut-être voir apparaître un quart de la NFL là, qui sera retranché lors des camps d'entraînement? Mais je pense que l'option présentement, ça serait de trouver un autre vétéran de la Ligue canadienne, comme on l'a fait la semaine dernière en mettant sous contrat Cameron Dukes. Les Alouettes avaient notamment 2 dépisteurs qui étaient au camp d'entraînement de la NFL avant le début des rencontres préparatoires, Jean-Marc Edmé et Pierre-Yves Laverne. Euh, mais ça, tu sais, c'est pour trouver des joueurs plus pour la prochaine saison, pour l'avenir. Parce que, supposons, là, tu mets sous contrat un carrière là, qui a participé à un des camps de la NFL, qui présentement est, ou a été retranché il y a quelques semaines. Ce joueur-là n'a jamais joué dans la Ligue canadienne. Donc, il ne va pas pouvoir t'aider immédiatement. Ça va être plus pour la saison prochaine ou peut-être dans 2 ans. Alors, on a besoin d'aide immédiatement du côté des Alouettes. Donc, ces carrières-là qui n'ont jamais joué dans la Ligue canadienne, ils ne peuvent pas s'acclimater à la Ligue canadienne en l'espace d'une semaine ou 2 semaines. Alors, ça va être pour ça serait plus pour le futur. Alors, on a besoin d'aide immédiatement, Marc-André, là, du côté des Alouettes, parce qu'on a juste 2 carrières en santé, Morgan et Dukes. Et Dukes, ça fait même pas une semaine qu'il est avec les Alouettes. OK? Puis imagine-toi si Morgan s'était blessé, là, c'est Dukes qu'on a renvoyé dans la mêlée du côté des Alouettes. Donc, je ne sais pas, est-ce que Bethel Thompson va réellement passer les 6 semaines, les 6 matchs sur la liste des blessés? Est-ce que peut-être qu'on va le retirer de cette liste des blessés-là plus rapidement? Bon, il est ennuyé par une blessure à un coude. Mais moi, je crois que l'option, ça serait d'essayer de trouver
un carrière qui a d'expérience de la Ligue canadienne, mais à ce stade-ci de la saison, ça ne sera pas un grand carrière. Le Dominic Davis, même à son mieux, il n'a jamais été un grand passeur. Lorsqu'il était avec les Alouettes, il était le spécialiste de la faufilade du corps, faisait de l'excellent boulot à ce niveau-là. Donc peut-être on pourrait le ramener dans ce rôle-là. Mais à ce sens-ci de l'année, on est rendu, on a dépassé la mi-août. Là. On ne va pas trouver un carrière qui va avoir un impact immédiatement. Là, tu veux juste avoir un carrière qui peut jouer le rôle de réserviste ou de spécialiste de la faufilade du corps, parce que ça, c'était le rôle de Caleb Evans. Là, on a perdu ça également et les Alouettes étaient la meilleure équipe de la Ligue canadienne en situation de troisième et court. Là, ça, c'est un autre aspect de l'attaque qui disparaît avec la blessure à Caleb Evans. Je me fais la voix du public ou de nos auditeurs. Est-ce que tu penses qu'on pourrait revoir un gars comme Jonathan Sénécal dans l'entourage de l'équipe? Non, non, tout simplement. Écoute, je le vois sur les réseaux sociaux, les gens qui posent cette question-là continuellement depuis quelques semaines. Mais il y avait une différence entre Jonathan Sénécal et les autres cas que les Alouettes ont gardé. Donc non, c'est pas une option pour les Alouettes. D'accord, maintenant, si on se tourne, on en a parlé pour le prochain match. Donc, c'est donc jeudi, le 21 août à 19h30, alors que les Blue Bombers de Winnipeg vont être en ville pour affronter les Alouettes. Winnipeg, Didier, fiche de 1-3 cette saison sur les terrains adverses, mais Montréal, seulement 2 victoires en 5 matchs à domicile. Il va falloir vraiment que les Alouettes se mettent à gagner ou à se mettre à gagner à domicile parce que c'est vraiment l'une des clés dans la Ligue canadienne, mais en fait de toutes bonnes équipes. Au football, si t'es pas capable de gagner à domicile, ben, ça part mal. Oui, non, ça c'est certain. Puis on a perdu des matchs à la dernière seconde, à la fin du quatrième quart, notamment contre les Lions, c'est contre qui le dernier match? Contre Edmonton, bien sûr, avec Cody Fajardo qui a réussi son retour à Montréal. Donc ça, c'est quelque chose que Jason Maas a adressé la semaine dernière lorsqu'il a parlé aux médias. Tu sais, il a dit on se doit de faire des jeux en fin de rencontre. Puis il dit ce sont les trois facettes. Des fois, ça a été à cause de l'attaque qui n'a pas été en mesure d'écouler le temps. D'autres fois, c'est la défense qui a flanché en fin de rencontre où il y a eu des bévues, des pénalités sur les unités spéciales qui ont prolongé les séquences des équipes adverses. Donc, les trois facettes de jeu ont contribué à ces défaites-là à domicile à la fin du quatrième quart. Mais là, pour le moment, d'abord, avant tout, est-ce qu'il y a des joueurs qui seront en mesure de revenir au jeu là, du côté des Alouettes? Parce que ça en vient à ça également, là, Marc-André. On a tellement de Mhm, blessés du côté des Alouettes. Puis là, tu as James Morgan qui va effectuer le premier départ de sa carrière. J'essaie d'être optimiste en vue de cette rencontre-là, mais c'est très difficile. Là. C'est très difficile. Pour les Alouettes, présentement, il faut que cette équipe-là redevienne en santé d'abord et avant tout. Quand est-ce que Davis Alexander sera en mesure de revenir au jeu? Parce que tu as parlé du fait qu'on est l'équipe du côté de Montréal qui a inscrit le plus petit nombre de touchés depuis le début de la saison. Mais quand Alexander était là, souviens-toi, le match à Edmonton, 3 passes de toucher en première demi. L'attaque était complètement différente. Même lorsqu'on a affronté mhm. les Argonauts de Toronto, lorsque Alexander est revenu au jeu, puis là, il s'est blessé à la fin de la rencontre, l'attaque était différente. Mais sincèrement, les Alouettes ont eu leur carrière partant pendant quoi? Pendant 3 matchs et demi seulement depuis le début de la saison. Mhm. Donc ça explique les déboires qu'on a du côté de l'unité offensive montréalaise. Mais ça va prendre le retour au jeu de certains joueurs afin de mieux entourer, d'épauler James Morgan qui va effectuer le premier départ de sa carrière jeudi soir face aux Bombers. Alors, je le rappelle, 21 août à 19h30, Winnipeg contre Montréal. C'est un match à ne pas manquer. Ça va être sur les ondes de RDS, évidemment, Didier. Et avant de passer, on va parler maintenant des performances là, qui nous ont un peu qui nous ont impressionnés là, lors des matchs préparatoires, la semaine 2 des matchs préparatoires de la NFL. Mais juste avant, j'invite les gens à s'abonner sur nos différentes plateformes. Là. On a une page Facebook, le Sac du Car. On a Instagram également, le Sac du Car. On a ta chaîne YouTube également, Didier Orméjuste sur YouTube. On voit que ça augmente là, notre nombre d'abonnés. On voit que justement, là, on sent qu'on est de plus en plus écoutés, puis ça, c'est vraiment apprécié. On a de plus en plus de commentaires. Les gens nous écrivent qu'ils adorent le podcast. Bref, ça nous donne vraiment, ça nous fait vraiment chaud au cœur et ça nous permet vraiment personne, en tout cas, je ne sais pas toi, là, mais moi, ça me permet de continuer puis d'aller dans cette veine-là. Donc, vraiment, je remercie tous les gens qui nous écoutent, qui nous laissent des commentaires. Donc, abonnez-vous, nos pages Instagram, Facebook.
Également, on est sur Twitter, Didier Orméjuste est sur Twitter également, Mm. et également Didier sur YouTube. On approche les 800 abonnés sur YouTube. Donc, ouais, ça agrandit notre affaire, puis c'est grâce à vous, puis on vous remercie. Oui, puis on va inviter également les gens à participer au pool de football du Sac du Cœur à toutes les semaines lorsque la saison de la NFL sera commencée. Ben, vous serez en mesure justement d'y aller de vos choix, hein, de choisir quelle équipe, selon vous, sera en mesure de remporter son duel. Alors, on vous invite à vous abonner. J'ai partagé le lien sur les réseaux sociaux, justement, du podcast que Marc-André vient de parler, puis je vais le faire à nouveau cette semaine. Alors, gardez un œil ouvert pour ça si vous voulez participer au pool de football du podcast Le Sac du Cœur. La saison approche à grands pas. Marc-André, on est le 18 août au moment de l'enregistrement de cet épisode du podcast. C'était la deuxième semaine d'activité des matchs préparatoires de la NFL, donc il reste juste un match préparatoire là, pour toutes les équipes. Je sais qu'il y a un match ce soir, lundi soir, mais après ça, il reste juste une semaine là, pour les rencontres préparatoires. Puis, comme tu disais, il y a des joueurs qui ont retenu notre attention lors du week-end. À commencer par Jackson Dart, Didier. J'étais le premier à dire que Mhm. je pensais que Jackson Dart allait vraiment pas voir du terrain cette saison, ou ça aurait été pour son mieux de pas voir du terrain chez les Giants. Mais là, mon Dieu, deux performances quand même encourageantes là, pour Jackson Dart lors des matchs préparatoires. 74% de passes complétées, euh, 117 sa cote d'efficacité, c'est vraiment pas vilain. 14 en 16 là, en fin de semaine, 137 verges, une part de toucher, également un toucher au sol. Il peut courir avec le ballon. Je commence à penser que peut-être que Russell Wilson, on pourrait le voir plus rapidement, le Jackson Dart, sur le terrain chez les Giants. Oui, Russell Wilson a pas mal fait également au cours de cette rencontre-là Non, contre les Jets de New York. Mais Dart, écoute, il avait eu un bon départ également lors du premier match préparatoire. Puis là, ça s'est poursuivi. Et en plus de ça, il n'a pas été victime de revirement lors des deux matchs. Euh, son talent là, saute aux yeux lorsqu'on le regarde jouer. Tu sais, c'est la force de son bras, également sa mobilité. Il est quand même imposant physiquement. Tu sais, puis j'avais eu la chance de m'entretenir avec Brandon London, qui couvre les activités quotidiennes des Giants de New York. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé encore une fois notre avant-goût, notre survol de la section S de la nationale, ben, je vous invite à le faire. Mais lui, il avait des bons mots à dire à l'endroit de Jackson Dart. Mais je pense que, écoute, il est en avance sur qu'est-ce qu'on anticipait de sa part. Encore une fois, il s'agit juste de matchs préparatoires. Puis Russell Wilson a bien joué également. Mais ça va donner une option justement à Brian Daboll. Si Russell Wilson, je crois que Wilson va être le carrière partant lorsqu'on a commencé la saison régulière, mais là, ça reste à voir avec les performances de Dart. Mais la précision de ses passes également, en tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment très impressionnant à Jackson Dart. Il est en avance sur qu'est-ce que je pensais du genre de performance qu'il allait offrir lors des matchs préparatoires. En tout cas, c'est encourageant pour toute l'organisation des Giants de New York parce qu'on sait qu'on est à la recherche d'un carrière partant depuis la retraite d'Eli Manning, d'avoir un carrière partant de qualité. Puis là, Dart nous démontre ben, qu'il a l'étoffe, qu'il a les outils physiques. Ça, on le savait déjà. Mais également, je disais que ses coéquipiers sont impressionnés par son leadership aussi. Regarde, il y a juste du positif là, présentement du côté de Jackson Dart. Alors, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses pour lui, mais ça donne une belle option à Brian Daboll. Mais je me demande, est-ce qu'on va oser, Marc-André, commencer la saison avec Dart ou si on va suivre le plan qu'on avait établi durant la saison morte, qui était d'avoir Russell Wilson comme carrière partant et puis de voir comment le début de saison va se dérouler du côté des Giants. c'est une bonne question. Moi aussi, je pense que ça va être Russell Wilson, mais peut-être que Jackson Dart là, vient de passer devant Jameis Winston. Parce que c'est drôle, hein, parce que moi, je vois ça comme on n'avait aucune attente envers Jackson Dart. On disait qu'on n'était pas prêt. Mm. Dans les rangs universitaires, on n'avait pas, il ne dirigeait pas une attaque vraiment de la NFL, disons ça comme ça. Mais ouais, tu sais, quand on n'a pas d'attente, Didier, on peut juste être agréablement surpris dans la vie. Puis je pense que c'est un peu ça qui arrive avec Jackson Dart. Donc, moi, en tout cas, personnellement, je l'avais rayé de ma carte, même au niveau de ma liste, même au niveau fantasy. Je ne pensais pas qu'elle allait avoir un impact, mais le crime, j'ai regardé vraiment les séquences des deux derniers matchs. Puis moi aussi, comme je te dis, quand on n'a aucune attente, on peut juste être surpris, puis c'est ça qu'on est. C'est tout à son honneur parce que, ouais, ça nous fait écarquer bien des yeux, là, Jackson Dart, depuis le début des matchs préparatoires. Si on reste avec les corps arrière, si on parle maintenant de Caleb Evans, pardon, de Caleb Williams
hier avec les Bears de Chicago, qui a vraiment, bon, il a dépecé la défense des Bills. Il faut dire que les Bills, c'était pas les partants, évidemment. Mais c'est encourageant, Hmm. ça aussi, parce qu'on avait dit au début qu'ils ne connaissaient pas un très bon camp, là, que l'attaque de Ben Johnson était difficile à assimiler. Mais c'était bon de voir l'attaque des Bears là, vraiment fonctionner à plein régime en début de match hier face aux Bills. Hier, hein, je parle de dimanche, évidemment. Ouais, ouais. Mais au moins, les Bears avaient l'air organisés en attaque. Tu sais, juste Ouais. ça, là, c'est une amélioration. Puis, comme tu l'as dit, oui, c'était contre les réservistes des Bills de Buffalo. Mais souviens-toi, l'année dernière, des fois, on avait de la misère à communiquer les jeux à Caleb Williams. Tu sais, là, les choses de base, hein, on avait énormément d'ennuis du côté de l'attaque des Bears de Chicago. Donc, juste à ce niveau-là, au moins, on a l'air d'une attaque professionnelle. Puis ça pas dans la bonne direction. Et Caleb Evans, il semblait être beaucoup plus patient dans la pochette. Bon, la ligne d'attaque est améliorée là, également du côté des Bears de Chicago, mais on l'a vu être plus patient dans la pochette. Puis son meilleur jeu, je veux dire, c'est quoi? OK? Ça va peut-être paraître ridicule, mais à un certain moment donné, il a dû quitter la pochette en raison de la pression. Là, il s'est tout simplement débarrassé du ballon. Il n'a pas essayé de trop en faire. OK? Il s'est débarrassé du ballon, passe incomplète, on passe au jeu suivant. Souviens-toi l'année dernière, là, combien de fois il conservait le ballon. Là, il essayait de créer quelque chose. Il essayait d'être un héros comme il était à USC. Puis là, non, il s'est juste débarrassé du ballon. Donc ça me montre une certaine maturité, une certaine progression au niveau là, de gérer la rencontre du côté de Caleb Williams. On dirait que le coaching de Ben Johnson a un impact sur lui. Encore une fois, c'était contre les réservistes des Bears de Chicago, des Bears de Chicago, des Bills de Buffalo. Mais il a été productif. Il a complété une passe de toucher. Donc ça, c'est encourageant pour les Bears de Chicago, pour l'attaque au complet. Là. Exactement. Si on parle maintenant de la bataille à la position de carrière du côté des Colts d'Indianapolis entre Oui. Anthony Richardson et Daniel Jones, c'est Daniel Jones qui a amorcé le match du côté des Colts, mais Anthony Richardson a vraiment. Moi, je l'ai trouvé très bon. En fait, dans les séquences que j'ai vues, j'ai regardé ces séquences et j'ai évidemment pas regardé le match à la télé. Mais j'ai vraiment trouvé très bon, Anthony Richardson. Je vois une progression, puis je pense sincèrement qu'Anthony Richardson va gagner cette bataille-là. En fait, je trouve que si c'est Daniel Jones qui est le quart partant lors du match numéro un, c'est un constat d'échec là, du côté des Colts d'Indianapolis. Ouais, ça ne sera pas Daniel Jones, Marc-André. Je suis pas mal certain Non. de ça parce que euh, Jones, il a eu des ennuis également. OK? Puis Richardson joue mieux que lui, mieux joué que lui, je devrais dire, lors du week-end, étant donné là, que son premier match, ben, il a subi une blessure dès le début de la rencontre. Alors, pour Daniel Jones, s'il veut être le carrière partant, il doit clairement être nettement meilleur qu'Anthony Richardson. Parce que Richardson, c'est un ancien choix de première ronde. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans Anthony Richardson. Et puis, c'est pas du tout ce qu'on voit là, du côté là, de Daniel Jones. Puis une chose, tu vois, Richardson reste dans la pochette. Tu sais, on lui a demandé de rester Mhm. dans la pochette pour les matchs préparatoires. Une fois que la saison régulière va commencer, je pense qu'il va courir plus. Mais là, on sait que c'est un bon athlète, on sait qu'il peut courir. On lui a demandé de rester dans la pochette, puis il a été productif de la pochette d'une certaine façon, jusqu'à une certaine limite. Donc, on voit une progression, on dirait, de la part d'Anthony Richardson. Encore une fois, tu sais, des fois, il faut faire attention étant donné qu'il s'agit de matchs préparatoires. Mais on voit une progression, puis on sait qu'il a travaillé fort durant la saison morte. Il a été critiqué. Certains de ses coéquipiers ont questionné son éthique de travail. Mais tu vois que ce jeune carrière-là prend ça à cœur. Donc, le fait qu'il est travaillant, ça lui donne une chance et puis ça nous permet de constater il semble avoir une amélioration de sa part. Mais pour moi, il n'y a aucun doute, je ne sais pas pour toi, mais ça va être Richardson le partant lors de la première semaine Ouais. d'activité, puisque Daniel Jones n'a rien fait d'étincelant. Là. Il ne nous a pas démontré qu'il était meilleur qu'Anthony Richardson. Alors, puis c'est un vétéran. Là. Daniel Jones, il en est rendu à quoi? Sa septième saison dans la NFL, là, quelque chose comme ça. Euh, puis, il ne peut pas prouver hors de tout doute qu'il est meilleur qu'Anthony Richardson. Dans ce cas-là, vas-y avec Richardson. 7 en 11 pour 101 verges pour Daniel Jones. 6 en 11, 73 verges pour Anthony Richardson. Il a ajouté 9 verges au sol, mais vraiment, c'est avec Anthony Richardson lors de ce match qu'on voyait que le ballon bougeait du côté des Colts. Et moi aussi, je pense que Anthony Richardson va être le quart partant. Je peux pas croire qu'on va faire autrement du côté des Colts, Didier. Je peux juste pas le croire.
Non, je suis pas mal certain de ça, là. Je serais prêt à parier là-dessus. Puis, hey, juste pour en revenir aux Bears, vite, vite, on a parlé de Caleb Williams. Il y a Colson Loveland, hein, leur choix de première ronde, l'ailier Ouais. rapproché, qui lui paraît bien, là, tu sais, très athlétique. Non, non, en tout cas, il a bien paru, là, également, là, je vais juste le mentionner. Maintenant, si on parle de Stenson Bennett, on a beaucoup de corps arrière à jaser, Didier, ce matin. Ouais, chez les Rams, vraiment, 324 verges, là, il a vraiment il a lancé 3 passes de toucher. C'est un gars qui était au sommet de son art, au sommet du football universitaire, là, avec l'Université de Georgia. 2 championnats nationaux, puis après ça, il y a eu des problèmes de santé mentale. Il a quitté un peu, il est allé chercher de l'aide. Bref, c'est une belle histoire, Stetson Bennett. Puis on voit maintenant là, que sa tête est maintenant revenue au football. Puis il a vraiment démontré de belles choses contre les Chargers, Stetson Bennett. Je commence à croire, moi, qu'il va être le quart numéro 2, advenant une blessure à Matthew Stafford. Parce que Hmm. je trouve qu'il a de plus belles habiletés là, que Jimmy Garoppolo. Ben justement, là, parce que Matthew Stafford, ça va vraiment pas bien. Alors, tu parles d'être le carrière numéro 2. Au rythme où vont les choses, Ah peut-être ouais? que Stetson Bennett va être le carrière partant des Rams. Marc-André, parce qu'on n'a toujours pas vu Matthew Stafford prendre part à un entraînement. Et les Rams nous avaient dit qu'il allait s'entraîner samedi puis qu'ils allaient l'évaluer. Lorsque l'entraînement de samedi s'est terminé, en fait, les Rams ont joué leur match préparatoire samedi. Après la rencontre préparatoire, on a demandé au coordinateur offensif, puisque c'est lui qui agissait à titre d'entraîneur-chef là, durant cette rencontre-là. Sean McVay le fait à tous les ans. Il permet à son coordonnateur justement d'agir comme entraîneur-chef durant un match préparatoire afin de l'aider à progresser dans l'éventualité où ce coordonnateur-là va devenir entraîneur-chef un jour. Puis après la rencontre, elle lui a demandé comment l'entraînement de Stafford a été samedi matin. Puis il a dit ben écoutez, je vais laisser Sean McVay vous répondre là-dessus. Alors, Sean McVay est supposé s'adresser aux médias lundi matin à Los Angeles. Puis là, c'est là qu'il va donner un compte rendu de l'état de santé de Matthew Stafford. Mais je sais pas pour toi, là, mais ça augure vraiment pas bien. Il ne faut pas oublier, au début du camp d'entraînement, McVay avait dit Ah, Matthew Stafford est ennuyé par une blessure au dos, il va rater quelques jours à l'entraînement. Puis là, le lendemain, il a dit Ah, finalement, ça va être quelques semaines. Mais là, on est rendu le 18 août. On n'a toujours pas vu Matthew Stafford sur le terrain d'entraînement. On ne sait pas ce qui est arrivé samedi matin lorsqu'il a mis à l'épreuve son dos lors d'un entraînement. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Sean McVay va avoir à dire. C'est encore une fois, là, Matthew Stafford, il va avoir 37 ans. Ça augure pas bien, ça. Donc, ça pour dire, Stetson Bennett, oui, il a bien joué, mais est-ce qu'il n'est pas peut-être en train de devenir le carrière partant des Rams si Matthew Stafford n'est pas en santé parce qu'il joue mieux que Jimmy Garoppolo en passant? Là? On a donné une épidurale à Matthew Stafford. Ça, c'est pour enlever la douleur. J'imagine que le gars, quand même, on dit, tu sais, il doit avoir de la misère à se lever de son lit, Matthew Stafford, puis ça doit être un problème, son dos. J'ai hâte de voir. C'est sûr que j'ai pas suivi notre plan. On voulait en parler plus tard. Mais oui, j'ai hâte de voir Matthew Stafford. C'est vraiment inquiétant. Et si je mets mon chapeau fantasy encore une fois, ça me fait peur, là, la valeur de Puka Nakua, Davante Adams, même Karen Williams. En fait, même les Rams, là, on passe peut-être d'une équipe qui aspire aux éliminatoires à une équipe qui va peut-être devoir se trouver un nouveau quart là, l'année prochaine. Bref, j'ai bien hâte de voir. Si on reste dans les performances, Didier, j'aimerais parler de la performance de Dylan Gabriel face aux Eagles. C'était le quart des Browns, l'un des 4 quarts des Browns, 13 en 18, 143 verges et une interception. L'interception, je ne sais pas si tu as vu les images, c'est vraiment pas très beau. Là. C'est vraiment une décision de sa Oui. part de Dylan Gabriel qui a vraiment euh, qui a fait sourciller bien des gens. Il a échappé également un ballon, donc vraiment 2 revirements qui ont été coûteux. Après 2 semaines, on a vu ce que Shedeur Sanders pouvait apporter. On a vu maintenant ce que Dylan Gabriel peut apporter. Pas lancé de toucher, de passe de toucher, Dylan Gabriel. Shedeur Sanders a lancé 2 passes de toucher. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Je pense encore Joe Flacco et le quart partant des Browns pour le match numéro 1. Mais j'ai apprécié davantage la performance de Shedeur Sanders qu'à celle que Dylan Gabriel, c'est mon avis.
Ouais, Sanders qui n'a pas joué au cours du week-end étant donné qu'il a subi une blessure à l'entraînement. Alors, on va voir s'il prendra part au troisième match préparatoire des Browns. Dans le cas de Dylan Gabriel, ben, il avait l'air de carrière recrue. Il y a eu de bonnes choses. Lui, il avait raté le premier match préparatoire en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Mais les deux revirements que tu viens de mentionner, moi, c'est ce que je retiens le plus de sa performance au cours du week-end. Puis un autre carrière qu'on n'a jamais vu là, depuis le début du camp d'entraînement, où on a très peu vu, c'est Kenny Pickett qui est blessé, qui est ennuyé par une blessure. Alors oui, je crois que Flacco sera le carrière partant, mais ce serait intéressant de voir peut-être les Browns vont échanger Pickett peut-être pour s'améliorer à une autre position parce que, écoute, on ne l'a pas vu du camp d'entraînement. Mais ça pour dire, Dylan Gabriel, ce que j'ai retenu, moi, ce sont plus les deux revirements. J'allais dire deux mauvais revirements. Il n'y a jamais un bon revirement. Mais comme ça mentionné, sa passe était en retard, intercepté, retourné pour un toucher. Moi, j'ai préféré la performance de Shedder Sanders lors de la semaine précédente, comparativement à ce qu'on a vu de la part de Gabriel. Et Tyler Huntley a également vu du temps de jeu. On avait signé Tyler Huntley là, du côté des Browns, l'ancien quart qui a participé déjà au Pro Bowl, on s'en souvient, il y a quelques années, Tyler Huntley. Mais oui, je suis Ouais, comme ouais. toi, là, c'est un, Ça, c'est ça un montre, ça méchant prouve casse. que le Pro Bowl, ça en dit non sur le Pro Bowl. On va juste dire ça. Exact. Écoute, après probablement plusieurs refus. Mais ouais, donc Ouais. Tyler Huntley, fait que là, ça en est un autre, mais veux pas, Tyler Huntley, il a quand même l'expérience de la NFL, c'est un quart mobile aussi. Donc, écoute, on se retrouve avec 5 quarts arrière. Et là, j'exclus même de Sean Watson. En fait, je pense que les Browns l'excluent aussi. Donc, c'est vraiment un beau casse-tête à la position de quart arrière du côté des Browns de Cleveland. Et je veux te parler vraiment de Ashton Genty en terminant, qui, après une première semaine de match préparatoire où il avait tenu seulement 3 courses pour moins une verge. Mais là, 7 courses, 33 verges, un touché. C'était vraiment plus glorifiant dans son cas. Et vraiment, là, si vous n'avez pas regardé les courses d'Ashton Genty, il y en a vraiment des courses là, exceptionnelles, des plaqués percutants, peut-être même trop percutants, c'est mon avis. Comme toi, Ashton, on est juste en match préparatoire. Mais on a vraiment vu l'étendue de ton talent enfin là, dans le match nul des Raiders contre les Seahawks. On a vu qu'est-ce qu'on a vu à Boise State lorsqu'il jouait à Boise State. Hein. Ses défaits de plaqués très difficiles à amener au sol. Constamment, il a brisé des plaqués contre les 49ers de San Francisco. Il a inscrit un touché, puis après la rencontre, il a dit « Je suis arrivé ». Bon, comme tu as dit, calme-toi un peu, Ashton, là, c'est juste un match préparatoire, mais je pense que à la suite justement du fait qu'il n'a pas été très productif lors de son premier match préparatoire, c'est un compétiteur, donc je pense qu'il a gagné en confiance avec la prestation qu'il a eue contre les 49ers de San Francisco. Mais en passant, les Raiders n'ont pas de défense. Hein. Leur défense, là, c'est... ça, ça va être quelque chose lors de la saison régulière. On va avoir besoin de marquer plusieurs points là, du côté des Raiders. Mais ça pour dire, ouais, Genty, il nous a démontré ce dont il est capable. Là. On a vu un peu là, son potentiel. Alors ça, c'est encourageant pour les partisans des Raiders. Effectivement, effectivement. Si on poursuit maintenant dans la même veine avec les actualités dans la NFL, Kyle Shanahan a mentionné qu'il estime que Brandon Ayuk va effectuer un retour au jeu lors de la 6e semaine d'activité. Écoute, ça va dans ce sens, là, le groupe de receveurs, on est décimé du côté des Mm. 49ers de San Francisco. Brandon Ayuk, là, à tout le moins, pourrait revenir au jeu à la 6e semaine. Ça, c'est rien vraiment de garanti. On a ensuite Joanne Jennings qui est blessé, qui est à la recherche d'un nouveau contrat. Bref, on a DeMarcus Robinson qui est suspendu également pour le début de la saison. Ça laisse Ricky Pearsall, l'allié rapproché de George Kittle, et ensuite je ne sais pas si Brock Purdy. Il va falloir vraiment là, qu'il prenne les bouchées doubles en début de saison si on veut euh, connaître un bon départ là, du côté des 49ers. Oui, ça va être surveillé, c'est aucun doute là-dessus, parce qu'on n'a pas beaucoup de profondeur à la position de receveur de passe du côté des 49ers de San Francisco. Donc, avec la fin des camps d'entraînement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être, il reste juste un match préparatoire pour toutes les équipes. J'imagine qu'il va y avoir des transactions qui vont se faire, là, parce qu'il y a des équipes qui ont besoin d'ajouter de la profondeur. Je crois que les 49ers vont être à la recherche d'un receveur de passe. Je ne crois pas qu'on peut commencer la saison simplement avec les receveurs qu'on a au sein de la formation. Il y a Ricky Pearsall qui connaît un bon camp d'entraînement, ça c'est encourageant, choix de première ronde en 2024. Mais on a besoin d'ajouter un autre receveur, je crois, là, du côté des Niners.
On a Russell Gage là, qui est présent au camp, qui a quand même l'expérience de la NFL, mais bon, c'est pas les gros chars comme on dit. Maintenant, Jordan Love, ça c'est quand même inquiétant, est opéré au pouce gauche avant de réparer un ligament déchiré. Les Packers, quoi qu'ils devraient être en mesure de reprendre l'entraînement cette semaine. Une semaine après vous avoir parlé que Jordan Love semble être en santé là, au niveau fantasy, qu'il pourrait connaître et qu'il pourrait rebondir, ben voilà là, que le ciel un peu tombe sur sa tête. T'en penses quoi, Didier? Il est quand même fragile, là, Jordan Love, depuis qu'il est le corps partant des Packers. Oui, bon, heureusement, c'est pas une blessure au pouce de sa main droite, sa carrière droitier, mais quand même, tu sais, pour recevoir les remises lorsque tu te places sous le centre, donc c'est pas vraiment quelque chose d'idéal. Toutefois, du côté de l'organisation des Packers, on a dit qu'il aurait pu jouer toute la saison avec cette blessure, mais c'est juste que ça aurait été très dérangeant de devoir traîner ça pendant toute la saison. Alors, étant donné qu'il restait beaucoup de temps au camp d'entraînement lorsqu'il s'est blessé, ben, on s'est dit, regarde, on va régler ça tout de suite. Il va passer sur le bistouri. De cette façon-là, il n'aura pas à négocier avec la douleur pendant toute la saison. Alors, il semble que du côté de l'organisation des Packers, on n'a pas d'inquiétude. On a dit qu'il sera là lors du premier match de la saison régulière. Mais ça aurait été bien qu'il soit en mesure, toutefois, de s'entraîner afin de développer de la chimie, notamment avec Matthew Golden, avec ses receveurs de passe. Mais bon, là, ça ne sera pas le cas en raison de cette blessure. Mais Jordan Love devrait être prêt pour le premier match de la saison régulière du côté des Packers, selon ce que Matt Lafleur, l'entraîneur-chef, a dit. Ben, écoute, on va se tourner maintenant du côté du fantasy football. Marc-André, tu as préparé ta chronique hebdomadaire. Et puis là, tu vas nous parler des joueurs qui, selon toi, vont décevoir le propriétaire de fantasy football cette année. Puis là, tu commences gros, là. Tu commences avec un gros nom, avec Patrick Mahomes, rien de moins qu'arrière des Chiefs de Kansas City. J'aimerais faire une mise au point là, d'entrée de jeu. C'est l'équivalent francophone, là, les joueurs qui vont recevoir des fameux busts en anglais. Un bust ou un joueur qui va décevoir, c'est toujours selon son rang que vous le sélectionnez au repêchage. Dans le sens que Patrick Mahomes, que je vais vous parler, il est présentement le quart numéro 6. C'est un choix de cinquième ronde. Si vous le sélectionnez, Patrick Mahomes, en huitième, neuvième ronde, un peu plus loin dans vos repêchages, c'est un joueur qui va répondre aux attentes. Donc, c'est pas. Je voulais juste faire une mise au point en disant que c'est pas des joueurs qui sont pas bons. C'est vraiment des joueurs qui, selon leur rang de sélection, vont décevoir parce que vous auriez peut-être pu aller chercher des joueurs à d'autres positions meilleures ou plus importantes. Donc, je voulais juste faire cette mise au point-là avant de déverser mon fiel sur Patrick Mahomes pour vous dire que Patrick Mahomes, c'est un corps étoile. C'est un corps qui va assurément être à Kenton, au temple de la renommée du football lorsque sa carrière va être terminée. Sauf qu'il est Là, tu veux en termes vraiment de fantasy. t'assurer que les gens pensent pas que tu dis que Patrick Mahomes est mauvais, là. Écoute, je le prends dans mon équipe pour remporter un match éliminatoire, pour remporter un match de football, mais au niveau fantasy, c'est vraiment pas ça. Il est il a Des terminé doutes, hein? comme quart numéro 13, hors du top 12, là. Donc, pour les points par match en 2024, il était le quart numéro 14 pour les points par match en 2023. Il y a un aspect du jeu que Patrick Mahomes doit améliorer, c'est ses passes de plus de 20 verges, ses passes dans les zones profondes qu'on appelle. L'année dernière, depuis 2022, il a seulement une moyenne un ratio de 49,4 de passes complétées dans les zones profondes. C'est bon pour le 28e rang dans la NFL. Imaginez Daniel Jones a un meilleur pourcentage que lui. Cooper Rush a un meilleur pourcentage que lui. Il y a seulement un match de plus de 3 passes de toucher en 3 ans, Patrick Mahomes. Euh, Didier, ça s'explique par plusieurs raisons. Les Chiefs ont une excellente défense depuis quelques années. Patrick Mahomes n'a pas besoin d'en faire trop également. On a un jeu au sol quand même efficace avec Isaiah Pacheco depuis quelques années. Donc, en ce moment, Patrick Mahomes, vous le payez. Comme je le disais, il est le quart numéro 6, un choix de cinquième ronde. Je trouve que c'est cher pour un gars qui ne vous rapporte pas vraiment euh, euh, qui n'est pas vraiment un joueur d'impact au niveau fantasy à la position de carrière. Est-ce que je pense que les Chiefs vont être meilleurs? Est-ce que le groupe de receveurs sera meilleur cette année? Mais déjà, Rashee Rice, on est en attente d'une suspension de sa part, donc n'amorcera pas la saison. Xavier Worthy, Hollywood Brown n'est pas au camp d'entraînement, blessé également. On a un Travis Kelsey qui ne rajeunit pas non plus. Je pense que l'attaque des Chiefs pourraient en souffrir en début de saison. Donc oui, Patrick Mahomes, c'est un excellent carrière pour la NFL, mais au niveau fantasy, un choix de cinquième ronde,
je trouve que c'est trop chèrement payé pour les services de Patrick Mahomes. Ouais, mais là, de qu'est-ce que je comprends de Richie Rice, il va être présent au début de la saison, hein, de la saison régulière, mais là, les Ouais, Chiefs pourraient le perdre au cours de la saison. Donc, on ne sait pas, ça pourrait se produire environ là, autour de la sixième semaine d'activité, mais il devrait être là au moins pour les 4 premiers matchs. En tout cas, bref, on va ouais, voir qu'est-ce qui va arriver. On se souviendra qu'il avait été impliqué dans un accident de la route. En fait, c'est qu'il faisait une course là, à haute vitesse sur une autoroute. Il y a eu un accident et il a quitté les lieux de l'accident. Là, en plus, il y a des caméras vidéo, des caméras de surveillance qui l'ont vu. Imagine-toi, là, t'es impliqué dans un accident, puis tu te pousses, tu t'en mais vas. Bref, ça pour dire, il mmh devrait être là pour le début de la saison régulière. Ouais. En fait, pas il c'est devrait, vrai, il j'avais va oublié. être là, mais on va le perdre à un certain moment donné durant la saison. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça pire au niveau fantasy. Il va jouer 4 matchs. Ensuite, on s'attend à une suspension peut-être de 4 6 matchs. Bon, on va peut-être aller en appel. Mais là, on s'entend. Là, si on a 4 matchs en début de saison, OK, on perd, mettons, on extrapole, on fait des hypothèses. On perd Rashee Rice pour la semaine numéro 5 pour, disons, 5 matchs ou 6 matchs jusqu'à la semaine numéro 11. Je veux dire, c'est le crunch, là. C'est de vos semaines fantasy qui est là entre la semaine numéro 5 et la semaine numéro 11. Il revient au jeu. Il va peut-être avoir une semaine de congé. Je n'ai pas regardé la semaine de congé des Chiefs, mais il va avoir une semaine de congé entre ça. Ça peut aller même à la semaine numéro 12. Est-ce qu'il va vraiment reprendre sa place dès que sa suspension sera terminée? Ça aussi, c'est une autre question. Fait que, je veux pas. Ça l'amène son lot de problèmes là, pour Rashee Rice. Oui, il peut vous aider à connaître un bon départ, mais vous n'allez pas avoir Rashee Rice dans les semaines importantes là, de vos semaines fantasy. Puis c'est un pensez-y bien rendu lors de vos repêchages fantasy, assurément. Ouais, puis en plus, je disais, Marc-André, que peut-être que ça va être plus long comme suspension que qu'est-ce qu'on anticipe. Tu sais, tu viens de parler 4 à 6 matchs. Moi aussi, je pense que ça va être ça, mais apparemment, la NFL commence à être fatiguée de voir des joueurs impliqués dans des accidents de la route parce qu'ils conduisent à haute vitesse. Donc, c'est arrivé, tu sais, bon, qu'est-ce qui est arrivé à Henry Ruggs, l'ancien choix de première ronde, receveur de passe des Raiders, qui lui a été impliqué dans un accident de la route parce qu'il roulait à une vitesse là, folle. Puis il y a une jeune femme qui a perdu la vie. Donc là, on est fatigué là, d'avoir ce genre d'accident-là. Donc peut-être qu'on va se servir de Rishi Rice afin d'envoyer un message. Donc ça va être quelque chose à surveiller. La longueur de la suspension, je disais ça, il y a des gens qui disent que ça pourrait être plus long qu'on l'anticipe. Bref, on verra là, tout ce qui entoure là, les causes judiciaires du côté de la NFL. C'est pas toujours facile à démêler, mais on va juste garder ça en tête là, lorsque la suspension de Rice sera finalement annoncée. Effectivement, puis c'est ça. Je veux dire, vous pouvez vous dire, je vais repêcher Rashee Rice et en début, il va connaître peut-être 1 ou 2 semaines vraiment, 2 bonnes semaines. Je vais essayer de l'échanger, mais tu sais, s'il est suspendu 6 matchs, vous ne trouverez pas preneur assurément. Là. Il va falloir que vous soyez bien Non. convaincant. Vous allez sortir votre habit de vendeur de voitures usagées là, pour essayer de passer Rashee Rice à d'autres Il va falloir que tu propriétaires trouves un fantasy, poisson. mais exactement, ou quelqu'un qui a amorcé la saison 4-0, qui peut se permettre peut-être d'attendre de placer Rashee Rice sur son banc, mais écoutez, ça c'est le retour sera pas vraiment éloquent non plus selon moi, mais bref. Vous pouvez essayer de faire ça, mais moi je trouve que repêcher Rashee Rice en 4e, là, il est en ce moment, il sort en 5e, 6e ronde. Je trouve quand même que c'est vraiment risqué. Ah, il y a des gros risques hein, concernant Richie Rice en termes de Ouais. fantasy football. Écoute, maintenant, parlons de Joe Mixon, le demi à l'attaque, le vétéran porteur de ballon des Texans de Houston, qui lui aussi ne s'entraîne pas là, depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure. Il y a définitivement des risques aussi. Là, si on repêche Joe Mixon, puis en plus de ça, ben, il commence à être vieillissant. Exactement, exactement. Je sais pas, j'ai pas de bonne vibe là, envers Joe Mixon. Là. On me dit qu'il s'entraîne pas. Porteur de ballon numéro 8 l'année dernière. Il a vraiment été payant en termes de points par match. Sauf que le problème que l'année dernière, c'est que oui, il avait du volume, Joe Mixon. Ça a toujours été ça, surtout depuis, en fait, avec les Bengals et même depuis son arrivée avec les Texans. Beaucoup de volume, mais pas vraiment efficace. 38e pour les plaqués ratés forcés la saison dernière, 29e pour les verges après contact. Et j'ai un peu le feeling que c'est un peu comme Christian McCaffrey l'année dernière. Vous vous en souvenez peut-être? Christian McCaffrey, on disait, il n'est pas présent au camp, mais il va être là la semaine numéro 1. On a vraiment radoté vraiment c'est les mêmes choses à chaque semaine. C'est comme, non, non, vous ne faites pas, soyez confiants, là, il va être là, Christian McCaffrey, lors de la semaine numéro 1. Puis finalement, il a raté quoi, 5, 6 matchs. J'ai un peu le même genre de vibe là,
avec Joe Mixon. Mmh. Pour moi, c'est un non en ce moment. Parce qu'en ce moment, il est le porteur de ballon numéro 24. C'est un choix de 5e ronde. Je trouve que c'est risqué. Il ne faut pas oublier que la ligne à l'attaque, elle était médiocre l'année dernière du côté des Texans. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a échangé notre meilleur joueur de ligne et on a libéré tout le monde. On a voulu changer pour d'autres joueurs qui sont potentiellement pires. Je pense pas qu'elle sera meilleure. C'est un peu ça que je veux dire en 2025. Donc, on va avoir une ligne à l'attaque encore plus putride du côté des Texans. Bref, j'aime vraiment pas la perspective de Joe Mixon en ce moment. Comme choix de 5e ronde, je passe en ce moment là, au niveau fantasy. Ouais, je suis d'accord avec toi, là. Cette ligne à l'attaque-là, là, des Texans, j'ai bien hâte de voir ça, là. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis pas confiant qu'elle va être bonne, là, comme toi, là, qu'elle est améliorée nécessairement. Breece Hall, maintenant, l'année dernière, il y avait des gens qui fondaient de gros espoirs sur le demi à l'attaque des Jets de New York. Ça a été une saison décevante. Bref, ça a été une saison décevante pour toute l'équipe de New York. Mais là, tu n'as pas confiance que Hall sera en mesure de rebondir nécessairement en 2025. Il était repêché dans le top 5 l'année dernière de vos pools fantasy, a terminé la saison comme porteur numéro 18. Grosse déception pour Breece Hall en 2024. Et maintenant, en 2025, ce qui fait peur, c'est que du côté des Jets, l'entraîneur Aaron Glenn a mentionné qu'il voit ses porteurs de ballon ou son champ arrière être un comité. On fonde beaucoup d'espoir du côté de Braylon Allen côté des Jets de New York, ça s'est même transposé là, dans les matchs préparatoires, même que Braden Allen, lors de la semaine numéro 2 des matchs préparatoires, a obtenu une meilleure moyenne de verges par course que Breece Hall. Une chose à l'avantage de Breece Hall, par exemple, c'est qu'il est un excellent receveur. Il est le porteur avec le plus de verges et le plus de réceptions lors des 2 dernières années dans la NFL. Mais le problème maintenant, c'est qu'avec Justin Fields, je me questionne sur le volume qu'il va recevoir par la passe parce qu'on sait que Justin Fields, c'est peut-être pas sa tasse de thé de lancer le ballon 30-35 fois par match. En fait, il ne faudrait pas que Justin Fields lance le ballon 30-35 fois par match si on veut que les Jets connaissent du succès. Donc, je me questionne sur la grosseur de la pointe de tarte maintenant avec Justin Fields au poste de quart. Justin Fields également peut aller subtiliser les touchés à la porte des buts au porteur de ballon. Donc, Mm. pour toutes ces raisons, je trouve qu'en ce moment, il est le porteur, Breece Hall est le porteur de ballon numéro 14 au niveau fantasy. C'est un choix de 3e ronde. C'est un choix qui, je trouve, n'est pas justifié. Il est vraiment trop élevé en ce moment. Breece Hall, je passe là, dans mes repêchages fantasy cette saison. Ouais, j'ai lu des commentaires de Breece Hall, tu sais, qui disaient, heu, comment qu'il avait dit ça? Tu sais, il reconnaissait que là, l'organisation avait changé. Les gens qui l'ont repêché, à New York ne sont plus là, là, étant donné qu'on est allé d'un ménage du côté de Mhm. l'organisation, des Jets. Alors, il est conscient de ça, là, tu sais. Mais moi, je persiste à croire que du côté des Jets, Marc-André, ça va être ground and pound, là. Comme à l'époque de Rex Ryan, on va miser sur le jeu au sol. Parce que de ce que j'ai lu, Justin Fields ne connaît pas un grand camp d'entraînement, là. C'est du pareil au même pour Justin Fields, là. Depuis le début du camp d'entraînement, il est limité comme passeur. Sa prise de décision, elle est lente. Rendu à ça, sa carrière, ça ne va pas s'améliorer. Alors, je pense qu'on va utiliser les jambes de Justin Fields, comme tu l'as dit, le comité de porteurs de ballon. Donc, au bout du compte, si on court énormément avec le ballon, ben, Breece Hall va obtenir possiblement des opportunités. Donc, même s'il va partager le champ arrière avec Braylon Allen, peut-être que les deux vont être productifs, là, parce que on ne peut pas se fier au bras de Justin Fields, là. Il est Mm. pas assez bon comme passeur. Bref, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, je suis convaincu que ça va être ça l'identité des Jets. Ça va être le jeu au sol du côté de New York. Maintenant, Tyreek Hill. Bon, ça fait un bout de temps Ah, qu'on n'a pas entendu parler de Tyreek Hill parce que là, depuis la fin de la saison dernière, tu sais, constamment, il y a les commentaires, voulait être échangé, finalement changer d'avis et tout, à critiquer certains de ses coéquipiers également. Là, tu penses que ça va se poursuivre, ça, en termes de fantasy football, que Hill ne sera pas en mesure de rebondir nécessairement après une saison décevante de sa part en 2024. les boss, là, les joueurs qui peuvent nous savoir, c'est une question de vibe, Didier. Puis la vibe Tyreek Hill, la vibe Dolphins, là, je sais pas toi, là, mais moi, je la feel pas du tout en ce moment Moi, je me du tiens côté des loin de Dolphins. tout ce qui concerne les Dolphins de Miami. Je les ai choisis afin de terminer au dernier rang de la section Est américaine. Puis depuis le début du camp d'entraînement, j'ai rien vu qui m'inspire confiance. Je n'ai rien lu qui me permet de croire que Mike McDaniel sera toujours l'entraîneur-chef des Dolphins en 2025. Moi, je me tiens loin des Dolphins. Parce que j'ai l'impression que Tyreek Hill, il va falloir choisir son camp cette saison au niveau fantasy.
Je pense que ça peut être un choix gaspillé, comme il peut être, comme on dit, un league winner, un joueur qui va vous amener vers les plus hauts sommets. Parce qu'il est quand même le receveur numéro 12 en ce moment. Sa valeur est quand même intéressante. Un choix de troisième ronde. Mais est-ce que ce sera du gaspillage ou ce sera, comme je l'indique sur le tableau, un league winner? Moi, personnellement, je pense que ce sera du gaspillage parce qu'il y a un paquet de drapeaux rouges. Je vais les rappeler, ces drapeaux rouges-là. Bon, on a parlé de saison morte tumultueuse. Même sa relation avec toi, là, c'est pas facile en ce moment. Je sais que dans les médias, Non. ils disent que les deux sont corrects, on se parle, on va sortir ensemble plus Mm. souvent, on va faire des choses ensemble pour essayer. Mais je veux pas, là, l'année dernière, il y a eu une régression dans son jeu. Terminé comme receveur numéro 24 avec toi en 2024, ça, c'est pas quelque chose qui me fait dire qu'il peut rebondir. Oui, bon, régression dans son jeu, je veux pas, même s'il nous fait croire là, qu'il peut courir un 100 mètres de façon extrêmement rapide contre des sprinteurs, Tyreek Hill. Également, le plan de match a changé l'année dernière. C'était un plan de match vraiment pas favorable pour Tyreek Hill. On y allait surtout de courtes passes avec Tua. On se souvient avec Devon Achan et avec Jonu Smith, entre autres. Évidemment, son âge, il est rendu à 31 ans, Tyreek Hill. Tout ça me fait dire que, écoute, il y a tellement de drapeaux rouges pour Tyreek Hill. Moi je le file pas à ce rang-là. Je sais qu'un choix de troisième ronde, il y en a certains qui vont dire que Tyreek Hill en troisième ronde. On s'entend qu'en 2023, on avait une saison là, de 1700 verges, de quoi, de quinzaine, 17 touchés. On est vraiment à 2 ans, Ouais. vraiment, cette saison-là. Mais écoute, moi, je suis out là, cette année je me dissocie de tout ce qui va arriver à Tyreek Hill et je suis conscient qu'il pourrait me faire mentir, là, qu'il pourrait terminer au premier rang même à la position de receveur de passe. Mais écoute, moi, je vois vraiment pas la vibe des Dolphins de c'est vraiment pas de bon augure, là, vraiment, du côté des Dolphins. Puis, j'ai peur de sélectionner Tyreek Hill, même s'il est en troisième rang. On voit ça exactement du même œil. Écoute, peut-être qu'on aura raison ensemble ou peut-être que les deux, on va avoir l'air fou, mais moi aussi, là, les Dolphins, non. La seule chose pour Tyreek Hill, je peux voir un scénario peut-être. Tu sais, si les Dolphins connaissent un mauvais début de saison, Tyreek Hill, c'est pas le genre de gars que tu veux garder là, au sein de l'équipe. Comme tu as dit, là, les vieillissants, Non. t'es âgé de 31 ans, ce qui serait pas peut-être un candidat à être échangé à la date limite des transactions. Puis là, il pourrait devenir productif, tu sais, s'il joint une bonne équipe. Peut-être, là, on est rendu loin là, de ce que je dis, mais c'est ça. Si les Dolphins connaissent un mauvais début de saison, une des premières choses que je ferais, ça serait d'échanger Tyreek Hill. Parce que la situation va être épouvantable. Imagine-toi comment il sera pas content et tout. Fait que, en tout cas, ça va être quelque chose à suivre. Effectivement, puis on voit là au camp, on a beaucoup de vidéos là, de passes de Tua à Jalen Waddle. Ça a l'air que Waddle connaît un excellent camp d'entraînement. Donc c'est rien pour rassurer là, les propriétaires de Tyreek Hill. Maintenant, une valeur sûre, ben, habituellement, c'est Mike Evans. On le sait, il a une séquence, c'est quoi, de consécutive de 10 saisons avec plus de 1000 verges par voie de réception, si je me souviens bien. 11? Il pourrait même 11, ouais, c'est-tu 11? Hein? Il pourrait fracasser le record qui appartient à Jerry Rice. J'avais lu ça il y a quelques Mhm. semaines. Jerry Rice avait dit hey, s'il bat mon record, tant mieux. Jerry Rice, il disait que Mike Evans, c'est un joueur qui mérite d'avoir ce genre de record-là. Il dit c'est un joueur travaillant. On sait à quel point Jerry Rice a été reconnu pour son éthique de travail. Il dit écoute, si quelqu'un va battre mon record, je souhaite que ça soit le genre de personne que Mike Evans est. Mais là, toi, tu penses qu'à 32 ans, peut-être là, que ça pourrait être une première saison décevante de la part du receveur des Buccaneers. Les gens oublient que ça a vraiment été difficile d'obtenir cette 11e saison de 1000 verges-là l'année dernière. Ça a vraiment tout pris, là. On se souvient, c'était la dernière Ouais. semaine. Les joueurs là, étaient fous Mais il comme un s'était balai blessé, là, hein? quand Mike Evans. Il avait raté Ouais, quoi, ouais, mais c'est 3-4 ça. matchs, je pense? Ouais. Trois Ouais. matchs, et c'est un peu ça que comme point que je veux amener. Il a quand même 32 ans, Mike Evans. J'y souhaite de réussir ce record-là, d'avoir une autre saison de 1000 verges, mais je veux juste vous porter à votre attention qu'il n'a pas obtenu 80 réceptions par année depuis 6 ans. Donc, le volume n'est pas tant là. Et on a fait l'acquisition d'Emeka Egbuka. Je pense que du côté des Buccaneers, on veut vraiment effectuer une transition en attaque. Emeka Egbuka connaît un grand match. Les critiques sont dithyrambiques là, à son endroit au camp d'entraînement. Je pense il va prendre une place importante dans l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay assez rapidement dans la saison.
On a une attaque diversifiée maintenant. Là. Les premières années de Mike Evans, c'était Mike Evans vraiment le point focal de l'attaque. Là, on a plein d'armes là, pour Baker Mayfield. On a Ibuka maintenant. Chris Godwin, oui, il est blessé en début de saison, mais on a Jalen McMillan. On a surtout Bucky Irving, Rashad White dans le champ arrière aussi. Et puis, on a Cade Otton qui n'a pas négligé non plus comme ailier rapproché. Donc, en ce moment, comme receveur numéro 16, là, c'est un choix de fin de troisième, début de quatrième ronde. Je dis pas que Mike Evans est fini, mais je pense qu'à 32 ans, on pourrait le voir rater des matchs. Je pense que cette séquence-là pourrait être en péril. Je trouve que c'est cher, là, un choix de troisième, quatrième ronde pour Mike Evans. Donc, je préfère peut-être passer. C'est sûr que si votre pool, les gens dans vos pools ne sont pas chauds à l'idée de repêcher Mike Evans parce que justement, il a 32 ans. C'est un joueur qui a tendance parfois à glisser, mais là, rendu en cinquième ronde, ça devient peut-être une valeur. Mais quand même, là, une attaque vraiment plus diversifiée du côté des Buccaneers. Mike Evans, ça m'effraie un petit peu cette saison, Didier. Ouais, écoute, on aurait pu parler de Buka, là, des joueurs qui sont mis en évidence au cours du week-end lors des rencontres préparatoires. Il a inscrit un touché. Puis lui, depuis le mini-camp des recrues, les commentaires qu'il y a à son endroit, là, tout le monde, là, on dirait à Tampa Bay, tout le monde au sein de l'organisation des Buccaneers, tout le monde est émerveillé par Ebuka. Mais je m'inquiète pas trop pour Mike Evans. Son âge, OK, ça c'est inquiétant. Mais je pense vraiment que c'est plutôt Chris Godwin, moi, qui m'inquiète, le fait qu'il est toujours blessé et tout. Je pense qu'Evans a une autre bonne saison, une autre saison de 2020. En tout cas, je lui souhaite, j'aimerais ça voir une page d'histoire être écrite, mais je comprends là, que tu as des doutes. La 12e saison, 32 ans. Ouais, effectivement, là, à un moment donné, il va ralentir. Il n'est pas éternel, là, Mike Evans. On s'entend là-dessus, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Maintenant, un joueur que toi et moi, là, on avait aimé avant même qu'il joue son premier match de saison régulière dans la NFL. C'est comme notre fils, en fait, Sam Laporta. Je parle de Sam Laporta. Il est rapproché des Lions de Détroit. On l'avait identifié. Souviens-toi, là, même lors du camp d'évaluation de la NFL, lors du Combine, Hmm. les Lions l'ont repêché. Il a connu une excellente saison recrue. On était fiers parce que nous, on en parlait tôt de Sam Laporta. Mais là, tu penses qu'il pourrait décevoir cette année? En fait, c'est qu'il est l'allié rapproché numéro 4 en ce moment au niveau fantasy. Choix de cinquième ronde, je trouve ça excessivement cher pour Sam Laporta. L'année dernière, il a terminé comme allié rapproché numéro 8. On se souvient, l'année précédente, il avait terminé au premier rang à la position d'allié rapproché, donc il avait été repêché assez tôt. L'année dernière, il n'a vraiment pas rapporté des dividendes suffisantes là, à ses propriétaires fantasy. Le point que je vais apporter avec Sam Laporta, Didier, c'est que ce qu'on remarque là, avec les alliés rapprochés qu'on dit élites, là, les Trey McBride surtout et les Brock Bowers qu'on repêche dans les deux premières rondes, même George Kittle, je pourrais l'inclure là-dedans, c'est que ce sont des alliés rapprochés qui sont le point focal de leur attaque respective. Brock Bowers est probablement le receveur, il sera le receveur le plus visé des Raiders. Trey McBride, peut-être, on va voir peut-être un meilleur partage avec Marvin Harrison, mais il demeure quand même un des points focaux de l'attaque des Cards. Même chose pour Kittle, surtout avec les blessés en ce moment. Et c'est ça Mhm. qui différencie les ailiers rapprochés qu'on dit élite des ailiers rapprochés. Ensuite, peut-être des bons ailiers rapprochés au niveau fantasy. Sam Laporta, il y a Amon-Ra St. Brown. On dit que Jameson Williams va prendre du galon cette année. On a une attaque au sol dévastatrice avec Mhm. Jahmyr Gibbs qu'on repêche dans le top 5. On a David Montgomery également. Et également, on a eu des départs là, sur la ligne à l'attaque du côté des Lions qui peuvent peut-être, c'est ça, là, avoir un impact sur la production de Sam Laporta. Également, le départ de Ben Johnson. Je lisais des commentaires de Monroe St. Brown qui disait que cette saison, au camp d'entraînement, c'est plus difficile d'assimiler la nouvelle attaque là, du nouveau coordinateur offensif. C'est pas aussi fluide là, qu'à pareille date l'année dernière. Donc, ça me laisse Mhm. un peu sur mon appétit en termes de Sam Laporta. Je dis pas que Sam Laporta est un mauvais joueur de football, mais je dis juste qu'il y a comme un genre de big three là, à la position de les rapprocher et que par la suite, entre Hawkinson, Laporta, Evan Ingram, David Njoku, je vois pas. C'est un groupe là, que Tucker Craft, je peux même rajouter les deux recrues, Loveland, Warren, là-dedans, Ferguson même. Je vois pas. Je préfère être, lorsque je suis dans un repêchage, je préfère être à la queue de pas partir un groupe je sais pas comment m'exprimer, de pas partir la vague là, des ailiers rapprochés, les bons ailiers rapprochés qui ne sont pas élites. Je préfère être à la queue et prendre mon ailier rapproché le plus tardivement possible pour pouvoir combler d'autres positions ailleurs.
Donc, c'est ça qui est un peu ce qui m'énerve avec Sam Laporta, c'est que choix de cinquième ronde, je trouve ça tôt pour euh, qu'est-ce qu'il peut rapporter par rapport à d'autres alliés rapprochés que vous pouvez obtenir en huitième, neuvième ronde. Je ne sais pas si ça a été clair, mon explication, mais dans ma tête, ça fait du sens. Ouais, ouais, tu y es arrivé. Non, non, c'est ça. Ouais. Tu préfères attendre pour repêcher un ailier rapproché plutôt que de sélectionner Sam Laporta en cinquième, sixième ronde, parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de bouches à nourrir du côté de l'attaque des Lions, un peu d'inconnus avec le nouveau coordonnateur. Alors, pourquoi pas, tu sais, repêcher peut-être un Tyler Warren qui apparemment là, fait sensation lors du camp des Colts d'Indianapolis. Donc, il y a d'autres options là, à ce niveau-là, Mhm. à la position des rapprochés. Donc, j'ai compris qu'est-ce que tu disais. J'ai compris. Bon, ben écoute, ben, hey, Marc-André, on a fait le tour pour cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. On vous rappelle qu'on va avoir un deuxième épisode de cette semaine qui sera mis en ligne. Cet épisode sera mis en ligne jeudi. Ça va être un survol de la section nord de l'Association américaine de l'AFC. Alors, je vous invite bien sûr à regarder ou à écouter cet épisode du podcast pour avoir un invité afin de discuter des Steelers de Pittsburgh, Darren Rodgers. Alors, je suis certain que vous allez apprécier. Écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Portez-vous bien.